Bienvenue dans cette émission, ce grand débat avec le titre Les solutions alternatives et complémentaires aux EHPAD. Nous allons découvrir ou redécouvrir des solutions, comprendre leur positionnement, comprendre leur cible, entre guillemets, et aussi comprendre comment ils se positionnent, comment ces solutions se positionnent par rapport aux EHPAD. Et pour cela, mes invités sont tout d'abord Nadia Elouargui Vega, qui est la fondatrice d'un nouveau concept habitat participatif et intergénérationnel de Nice House. Gary Martin, qui est le cofondateur de chez Jeannette, qui propose un habitat convivial et sécurisant pour les seniors. Frédéric Boudet, qui est le directeur général de l'ISA, donc c'est l'immobilier solidaire et associatif, il nous dira son projet. Et enfin, Jean-Christophe Bilou, qui est le responsable de la Fédération nationale des MARPA pour la Caisse centrale de la MSA. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonsoir Frédéric. Pour commencer, on va commencer par les femmes, par la femme. Nadia, peut-être présenter ton concept et après on va dérouler. Vous pouvez rebondir bien sûr et interagir si vous le souhaitez. Avec grand plaisir. Alors on est acteur de l'habitat effectivement participatif et intergénérationnel et je rajouterai intelligent parce que l'aspect numérique est important dans le concept. Donc ce concept d'habitat participatif et intergénérationnel vient réinventer la copropriété classique pour faire face aux enjeux sociétaux qui sont aujourd'hui importants, je dirais presque criants dans notre société. Et d'actualité, on a fait son effet l'écho récemment. Alors cet habitat participatif, ce concept qui s'appelle The Nice House, et qu'on décline à Nice, Frédéric, tu as raison, mais également à Paris ou dans d'autres régions françaises qui seraient intéressées par le concept, vient, si tu veux, intégrer dans la copropriété classique actuelle l'ensemble des usages qui répondent à la triple transition à laquelle on doit faire face, la transition démographique, bien sûr les seniors, mais pas que les seniors. Il y a également des populations étudiantes, des salariés actifs, des personnes en situation de handicap qui recherchent des logements avec de la solidarité qui aujourd'hui n'en trouvent pas. Une transition aussi durable, puisqu'il faut intégrer un certain nombre de critères écologiques liés à la transition durable et également tout ce qui concerne la transition numérique avec la connexion, la connectivité, la domotique et un certain nombre d'autres aspects numériques qui sont importants à intégrer. Donc, ce concept se développe sur des formats qui sont des formats moyens ou petits, dans des structures avec entre 5 et 30 appartements, plutôt en localisation dans des centres-villes ou dans des centres-bourgs en ruralité ou en campagne, parce que c'est aussi important de développer ce type d'habitat dans la ruralité. Et puis, ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il peut se développer soit dans l'habitat privé, mais également dans l'habitat social. Et on sait qu'aujourd'hui, les offices d'HLM sont à la recherche de concepts pour inclure toutes les populations dans un habitat qui soit plus qualitatif et plus pérenne dans la durée. Voilà, c'est ce qu'on fait avec ce concept donc, de Nice House, d'habitat intergénérationnel et participatif, Frédéric. Par rapport à une résidence-service senior, ça se positionne comment? Excuse-moi, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Par rapport à une résidence-service senior, ça se positionne comment? Il n'y a pas de services qui sont définis et qui seraient soit obligés, soit tels qu'on peut les entendre dans les résidences seniors. On est vraiment sur de la copropriété classique. L'aspect qui est différenciant, c'est qu'on a effectivement un espace commun qui est disponible, contrairement à ce que l'on voit aujourd'hui. Et ensuite, il y a bien sûr aussi la présence d'un concierge 2.0, comme on l'appelle chez nous. Et il y a à disposition toute l'économie de proximité du quartier ou du centre-bourg, avec en priorité toute l'économie solidaire et sociale de l'ESUS ou de l'ESS qui peut venir apporter des services, un bouquet de services donc aux habitants de l'immeuble. Les logements sont adaptés aux seniors ou Les éléments sont modulables et évolutifs. Ça va du studio
aux 3 pièces. Il peut y avoir également de la colocation dans ces appartements. Et donc, ils sont évolutifs et ils sont bien sûr totalement aménagés, mais non seulement en matière technique, architecturale, je dirais, en aménagement standard, mais également en aménagement standard, mais qui serait un aménagement évolutif et modulable dans le temps, mais également avec des équipements technologiques qui vont même jusqu'à la e-santé pour aller accompagner la personne le plus longtemps dans sa vie qualitative à l'intérieur de son domicile. Comment ça se fait, comment se fait le recrutement des habitants? Ils partagent des valeurs communes ou pas? Comment ça se passe? Alors, intrinsèquement, c'est assez souple. L'idée, c'est que contrairement à d'autres solutions alternatives, le recrutement est assez souple, comme on le ferait. Alors, il y a effectivement dans cet habitat et dans ces immeubles des locataires et des propriétaires, puisque des Français, jeunes ou moins jeunes, peuvent acheter ces appartements et les mettre en location. Donc, on a bien de la copropriété locataire, un mélange avec des propriétaires et des locataires, comme dans une copropriété normale ou classique. Ensuite, il n'y a pas de recrutement qui serait sur des critères, comme on peut le voir parfois dans l'habitat partagé ou participatif, issus par exemple des coopératives, où c'est des projets qui sont issus d'un groupe de citoyens qui depuis des années, recrutent autour d'eux des gens qui auraient le même projet. Nous, on est plutôt… alors, bien sûr, les gens qui sont intéressés par ce type de… On est en train de commercialiser un pilote sur Nice. Donc, les gens qui sont intéressés par ce type d'habitat ont tous des choses en commun, des valeurs en commun et des recherches qui sont très semblables. Pour autant, il n'y a pas de recrutement avec des critères très sévères, j'avais envie de dire, ou alors du cooptage obligatoire. Donc, c'est un recrutement, je dirais, très simple, souple et à l'identique de ce qu'il peut être par ailleurs. On comprenne bien. Quelle est la différence avec un habitat classique pour tout le monde d'un promoteur immobilier? C'est qu'il est conçu de manière tout à fait différente. Il est conçu pour être donc de l'habitat participatif et intergénérationnel. Donc, dans ses usages, dans la définition de ses espaces communs, dans la définition des services qui sont possiblement accessibles à l'extérieur. Donc, il a été conçu pour faire vivre des personnes d'âge et de situations différentes dans un même habitat, avec des valeurs de solidarité, d'échange, qui leur permettent donc de vivre pérennement dans cet habitat quand ils sont soit des personnes seniors, jeunes ou moins jeunes, soit des personnes en situation de handicap ou de perte de mobilité, sachant que ce qui est fort dans le concept et dans les valeurs qu'on veut mettre en avant, Frédéric, c'est qu'en fait, on a tous besoin les uns des autres, pas que les seniors ou les personnes en situation de perte de mobilité qui ont besoin d'autres personnes, les étudiants ou les jeunes actifs, les familles monoparentales peuvent avoir besoin de seniors et vice-versa. C'est ce qui est intéressant et c'est ce qui est beau, je dirais, dans la vie, c'est qu'on a tous à s'enrichir les uns des autres. Et on n'a pas à stigmatiser une population par rapport à une autre. On a tous, à un moment donné, besoin les uns des autres et de services et d'échanges et de solidarité. C'est ce qui nous enrichit tous ensemble. De quelle taille d'immeuble on parle? De petites structures et de moyennes structures, donc de 5 à 30 appartements, a priori maximum. Gary, justement, la parole, vous avez la parole. Chez Jeannette, de quoi s'agit-il? Chez Jeannette, c'est un concept qu'on a lancé avec Alexandre, mon associé, pour créer un pont entre le domicile privatif et justement des solutions d'établissement type l'EHPAD, des solutions qu'on veut à taille humaine, dans lesquelles chacun puisse se développer, se reconnaître, se faire une place et exister et trouver un rôle, une utilité,
et connecté aux services et aux infrastructures de la ville. Donc, on a une solution qui est très urbaine finalement. Et notre volonté, c'est vraiment de redonner une place aux seniors au cœur de nos centres-villes. Donc aujourd'hui, on se focus principalement sur des zones très urbaines, donc Paris, des agglomérations de plus de 10 000 habitants dans lesquelles on va venir adapter des logements existants ou logements neufs pour pouvoir accueillir des seniors dans de bonnes conditions de sécurité, de bien-être. Sur des formats qui sont des formats de 6 à 8, 9 seniors maximum, avec des chambres qui sont toutes équipées de salles de bain et de toilettes avec des douches plates et tout ce qui va bien pour garantir le confort du senior. Et une vie qui va s'organiser autour d'espaces communs, la cuisine, le salon, la salle à manger, pour permettre en fait aux seniors de pouvoir nourrir un échange et vivre en communauté, voilà. Avec un accompagnement au sein de chaque colocation ou habitat partagé, assez dense finalement, puisqu'on vient apporter une présence de plus de 10 heures par jour dans chaque habitat, pour à la fois gérer tous les sujets qui sont des sujets du quotidien, le ménage, la préparation des repas avec les seniors, donc dans un aspect participatif où chacun vient trouver un petit peu ce rôle en fonction de ses envies et de ses capacités. Et puis en même temps, la capacité de pouvoir accompagner aussi des pertes d'autonomie avec la possibilité de faire des gestes au corps à travers les auxiliaires de vie qui sont présentes pour pouvoir faire de l'aide au lever, aide à la toilette et pouvoir accompagner les seniors le plus longtemps possible dans cet environnement dans lequel on lui garantit son libre choix et une position qui correspond à ce qu'il a envie d'avoir. Le concept, vous l'appelez habitat partagé et accompagné ou différemment ou... Ça dépend un petit peu des interlocuteurs avec lesquels on traite. On parle d'habitat inclusif, on parle d'habitat partagé. En réalité, c'est de la colocation, mais le mot parfois peut être compris de différentes façons en fonction des personnes auxquelles on s'adresse. Mais le principe, c'est ça, c'est de la colocation entre seniors avec une dose de service qui est importante, mais qui est partagée, donc finalement qui coûte assez peu et qui permet de garantir la sécurité et le bien-être des seniors assez longtemps, en fait, avec une capacité d'accompagner des gens depuis les GIR 5-6 jusqu'à des GIR 3, tant qu'on n'a pas de problématiques de problèmes cognitifs qui, pour le coup, parce qu'on est des environnements qui restent très ouverts, sont un petit peu compliqués à gérer pour nous et qu'on laisse plutôt à des établissements spécialisés ou des habitats partagés spécialisés sur des maladies type Alzheimer. En ville, c'est des constructions ex nihilo ou c'est des appartements que vous réaménagez? Comment ça marche? Alors, les premiers projets qu'on développe aujourd'hui, c'est sur des maisons existantes, donc maisons de ville existantes, ou des appartements familiaux de grande taille. Donc, on va parler, on a des projets aujourd'hui à Rueil-Malmaison, à Colombes, à Courbevoie. On est à chaque fois sur des maisons qu'on va équiper d'ascenseurs, sur lesquels on va faire un volume assez important de travaux. Mais l'idée, c'est que ces maisons deviennent des habitats inclusifs pérennes dans le temps et qui puissent accueillir plusieurs générations de seniors les uns après les autres. Donc, il y a des volumes de travaux importants et des coûts importants, mais qui sont amortis sur la durée. Et quand on est en centre-ville de Paris, on est sur des effectivement appartements de 340 mètres carrés sur lesquels on va pouvoir faire 8 chambres et avoir des espaces collectifs qualitatifs et sympas pour les accueillir. Par rapport aux EHPAD, puisque c'est le thème, si je comprends bien, une personne qui est dépendante physiquement peut rester assez longtemps dans vos logements. Une personne qui est dépendante de manière cognitive, là, le logement est plus adapté. Est-ce que j'ai raison ou pas, ou tort? Alors, le logement peut être ou ne pas être adapté. Le sujet, c'est surtout le service et la façon dont on va organiser le service. Pour des gens qui ont des pathologies cognitives, il va falloir organiser un service assez différent. Et c'est un peu la limite du sujet. Finalement, le cœur de notre métier, c'est de s'assurer le bien-être des personnes qu'on va accompagner. Et la limite, qu'elle soit physique ou cognitive, c'est le moment où en fait, soit la personne est mise en danger par le fait de rester dans cet environnement qui est ouvert ou qui a une forme d'accompagnement qui est ce qu'il est, mais qui peut pas non plus
je dirais, aller plus haut que les arbres. Et voilà, donc en fait, l'idée, c'est vraiment de connaître un peu les limites de l'habitat, d'être toujours dans la communication avec le senior, avec sa famille, avec l'environnement. L'habitat partagé donne la possibilité finalement de pouvoir avoir un accompagnement assez dense et assez long, mais il y a des cas spécifiques et des sujets qu'on ne peut pas traiter dans tout habitat partagé. Et là, il faut savoir pouvoir accompagner la famille et le senior dans l'organisation de la solution d'après. Donc, ça peut être, là, on a parlé de la maison des sages, ça peut être si c'est quelqu'un qui développe des troubles cognitifs, Alzheimer, et qui a besoin de trouver une solution, la guider vers une solution qui a le même format finalement, mais un accompagnement un petit peu différent, ou l'EHPAD quand c'est l'EHPAD qui doit prendre le relais. Si je dis qu'on arrive dans vos logements avec le déclencheur, c'est la solitude. C'est beaucoup, c'est souvent une problématique de solitude. Aujourd'hui, je pense que sur les gens, les seniors qui vont s'orienter vers ce type de solution, ce n'est pas que la solitude. Il y a souvent un déclencheur annexe qui peut être une perte d'autonomie particulière, la perte d'une personne qui va pousser la personne à quitter son domicile privatif. Mais l'enjeu et je dirais finalement la plus-value qu'apporte ce type d'habitat, c'est avant tout le fait que chacun retrouve un rôle dans un collectif et donc se redonne un petit peu une raison de se lever, de faire l'effort qu'il avait du mal à faire quand il était tout seul chez lui et voilà, pour se remettre dans une dynamique. Et on voit que ce type de solution, quand on observe tous les projets qui existent à l'étranger ou déjà en France, il y a énormément de vertus sur le fait de venir redynamiser finalement des seniors qui avaient tendance à se replier un petit peu sur eux-mêmes parce qu'ils se retrouvaient tout seuls, que le poids des années commençait à leur peser. Et, voilà. La Frédéric, location, excuse-moi, oui, Frédéric. c'est la location, oui, c'est la colocation. Ouais, c'est de la location. Quel est le oui, mode, alors, le mode de financement? c'est de la location. Nous, en fait, pour pouvoir développer rapidement ce type d'habitat, on s'appuie sur des investisseurs immobiliers classiques qu'on a réussi à convaincre et qui aujourd'hui nous appuient dans les investissements sur l'achat de maisons et l'adaptation de ces maisons selon nos cahiers des charges. Derrière, chez Jeannette, fait de la location, prend à bail ses biens auprès des investisseurs et ensuite sous-loue finalement aux seniors. Donc en fait, la vacance locative est gérée par chez Jeannette, ce qui permet à chaque senior finalement d'avoir son coût personnel et de ne pas avoir à s'inquiéter de la rotation au sein du logement et des sujets type entretien, les choses comme ça qui sont gérés par chez Jeannette en tant que preneur. Donc, on est dans un domicile classique, dans un contrat de location ou de sous-location. Exactement. Et les auxiliaires sont l'accompagnement qui est. C'est du service normal. C'est du service à domicile. À la À la personne. carte, c'est le service administratif à la carte ou il y a un bouquet l'auxiliaire de vie, est-ce qu'elle vit sur place? C'est ma question. Non. Nous, on a fait le choix d'avoir un accompagnement 10 heures par jour, un petit peu plus quand on a des colocations à 9, et du coup de reposer sur de la téléassistance la nuit. Par contre, on organise cette téléassistance de manière à ce qu'il y ait un degré de réactivité qui soit assez important le soir. Et le service, il y a un pack finalement initial qui assure cette présence 10 heures par jour et qui permet à chacun de pouvoir avoir accès à des heures personnalisées, à des temps personnels au sein de ces 10 heures par jour. Et l'idée est quand la perte d'autonomie s'accentue, il y ait des degrés finalement de services qui viennent augmenter. Mais là, à chaque fois de manière personnelle, en fait, pour venir assister la personne qui commence à avoir des difficultés supplémentaires. Frédéric, si je comprends bien, si je suis chez Jeannette et que je développe une maladie d'Alzheimer, après, je bascule chez vous. Je peux basculer chez vous ou pas? Ça dépendra du degré de perte d'autonomie. Peut-être représenter ce que vous faites. Oui, alors donc Frédéric, j'ai cofondé l'ISA, l'immobilier solidaire et associatif, qui est une foncière solidaire agréée ESUS dédiée à l'habitat inclusif.
et aux locaux associatifs, et notamment, puisqu'on a un partenariat avec la Maison des Sages, notamment aux personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors, pourquoi on s'est focalisé au départ sur cette maladie? Parce qu'on a été confronté avec la Maison des Sages à deux problèmes. D'abord, c'est un besoin massif. La maladie d'Alzheimer, c'est 1 200 000 malades. C'est 200 000 nouveaux cas par an. Donc, il y a une demande énorme avec aujourd'hui aucune solution. Parce que soit, quand vous êtes malade d'Alzheimer, soit vous restez chez vous et à un moment donné, vous vous mettez en danger parce que vous n'êtes plus capable de faire certaines choses. Donc, vous mettez en danger vous-même et votre voisinage. Soit vous allez en EHPAD, mais ils ne sont pas forcément adaptés à cette maladie. Et à ce moment-là, on l'a vu, hein, il y a des problèmes de maltraitance, d'isolement, de non-traitement de cette maladie où il faut une sollicitation permanente. Donc, on n'est pas adapté sur ce genre d'établissement. Et sinon, la troisième solution, c'est de récupérer, entre guillemets, son aîné à domicile. Mais bon, à ce moment-là, on peut alimenter des scénarios de films dramatiques où on est en famille avec sa belle-mère à la maison. Donc, on a trouvé cette solution puisque finalement, 83% des gens veulent rester à domicile. Et c'est une solution finalement de rester à domicile. Donc le domicile partagé, ça devient la solution idoine parce qu'on va leur proposer de vivre comme chez eux, dans un milieu qui est qualitatif, qui est à taille humaine, mais ils vont partager des liens avec d'autres colocataires, ils vont partager des activités avec d'autres colocataires et surtout, ils sont chez eux, donc ils vont rester en lien avec leur famille et le milieu associatif local. Donc, nous, on a ouvert notre première maison au Loge en Josas en avril dernier. C'est une colocation, c'est une maison qui est en plein centre-ville, hein, puisqu'on est avec des gens qui ont une mobilité réduite. Et donc, pour faire des activités, il faut qu'ils soient en centre-ville, en accessibilité au réseau de proximité. C'est 8 personnes qui vivent dans leur propre chambre aménagée avec leurs propres meubles. Donc, c'est ce qui évite un peu ce qui réduit le déracinement. Et ils vont partager la cuisine, le salon, le jardin, où ils vont pouvoir faire des activités en commun. Et ça, c'est extrêmement important parce que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie des troubles cognitifs. Donc, il faut qu'ils soient sollicités en permanence. Et plutôt que faire des activités qui n'ont aucun sens, préparer le repas, faire du jardinage, ça concourt finalement à leur connexion, tout le temps ils font un peu comme Monsieur Jourdain, ils font de la prose sans le savoir. C'est-à-dire qu'ils concourent à faire des activités cognitives, mais sans s'en rendre compte, puisque c'est leurs activités courantes. Alors, c'est des gens qui sont malades, donc effectivement, ils ne peuvent pas faire ça tout seuls. Donc, il y a un accompagnement 24/24 par des auxiliaires de vie qui sont présentes. Donc, on en a 2 en permanence présentes dans la maison par roulement pour 8 colocataires. Donc, elles vont les accompagner, on ne va pas les assister. Donc, c'est pour ça que je vous disais, à un moment, il faut savoir à quel niveau de perte d'autonomie ils sont. On va plutôt être sur des GIR 3-4, hein, pour ceux qui connaissent les classifications de perte d'autonomie. Donc, c'est le début de la perte d'autonomie pour justement essayer de réduire l'avancée de la maladie d'Alzheimer. Il n'y a pas de traitement, hein, donc on ne va pas les guérir, mais par contre, on va retarder les effets de la maladie. Rien parce que le lieu, ça concourt à 30% du bien-être. Donc, rien qu'en étant dans une maison 300 mètres carrés avec des espaces qualitatifs adaptés, de se sentir bien chez soi, ça va concourir à leur bien-être, ça va réduire leurs troubles cognitifs. D'être chez soi en lien social avec d'autres colocataires à peu près du ménage, ça va concourir à leur bien-être puisqu'ils vont créer du lien ensemble. Et puis, ils vont partager des activités courantes, hein, je vous dis, cuisine, jardinage, où il y a des choses qu'ils peuvent faire, hein, préparer le repas, ils peuvent faire,
Par contre, manipulation de la gazinière ou du four, ça va être l'auxiliaire de vie qui va s'en occuper. Pareil pour le jardinage, il y a des choses qu'ils vont pouvoir faire et d'autres où c'est les auxiliaires qui vont nous accompagner. Donc le but, c'est de ne pas les assister, mais de les accompagner pour retarder le plus possible les effets de la maladie. Au niveau financement, la première question qui me vient, c'est le financement. Ça revient plus cher d'être dans une maison comme la vôtre que dans un EHPAD, même si j'ai bien compris les différences. J'ai l'impression, en fait, on imagine qu'un EHPAD n'arrive pas à amortir tous ces coûts avec aussi peu de personnes à l'intérieur, entre guillemets. Vous faites comment? Alors, on ne devrait pas se comparer à l'EHPAD parce qu'on ne rend pas le même service. Bien Nous, sûr, on bien a sûr. une auxiliaire de vie pour 4 et on est sur un lieu qualitatif avec c'est une Bien sûr, pension de tout à fait. famille, Bien grosso sûr, bien modo. sûr. Mais là, aujourd'hui, nous, on propose, alors ça dépend de l'aide qu'ils peuvent recevoir en fonction de la perte d'autonomie, mais la personne qui paye le moins cher au Loge en Josas, qui est une commune cotée, donc c'est à côté Côté, de ouais. Versailles, il y a un foncier qui est cher. Donc on est sur 2 500 € minimum et ça va jusqu'à 3 000 € pour celui qui paye le plus cher. Un EHPAD à Versailles, c'est 4 000 €. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc, et on ne devrait pas se comparer parce qu'on ne rend pas les mêmes services. Bien sûr. Par contre, le domicile, si vous êtes à domicile avec une assistance 24/24, là, vous êtes à plus de 10 000 € par mois. Mais donc, on comprend bien, en fait, vous permettez à des personnes de rester à domicile en ayant une plus grande fragilité en En mutualisant. mutualisant, il faut savoir que dans le coût, je vais le développer tout à l'heure, mais il y a le loyer qui va nous permettre de rembourser les annuités d'emprunt qui ont permis d'acheter cette maison. Il y a l'auxiliaire de vie, le coût de l'auxiliaire de vie. Et puis, dans ce coût, il y a l'alimentation, les produits ménagers, l'électricité, le gaz, c'est tout compris. Parce qu'ils sont chez eux. C'est eux qui font leurs courses. Enfin, toujours, ils sortent, ils sont chez eux. Donc, ils peuvent sortir, mais ils sont toujours accompagnés. On ne peut pas les laisser Ah, dehors d'accord. sans accompagnement. Mais ils vont concourir au développement de l'économie locale, puisque c'est eux qui vont chez le boulanger, chez le boucher, c'est le petit épicier local. Et ça concourt à leur bien-être et à leur bonne santé, ce qu'ils vont marcher aussi sans s'en rendre compte. Donc, il y a tout ça. Et alors, dans ce prix, je vous évoquais, il y a le loyer qui couvre les annuités d'emprunt. Donc là, nous, on est limitrophe de Versailles, donc c'est des communes assez chères de l'Île-de-France. Le loyer va permettre de couvrir l'annuité d'emprunt, mais nous, notre but, c'est de proposer un loyer solidaire à tarif raisonnable. Ah oui, Le service, c'est sans équivalent. À ce prix-là, c'est sans équivalent. Donc, on va chercher, pour pas qu'on ait un prêt trop élevé, on va chercher des fonds d'investissement à impact qui vont en prenant des actions de la foncière, qui vont nous permettre d'acheter le bien immobilier. Donc là, par exemple, sur les loges en Josas, on est à 55% de prêts et 45% de fonds à impact. Donc, on a eu un prêt du Crédit Mutuel de la Nef et puis on a des fonds à impact comme Inco, Aviva, la plateforme de crowdfunding Lita qui nous ont permis de financer cette maison en prenant des titres de la société et en ne nous demandant pas un rendement trop élevé. Parce qu'il y a des fonds qui vous demandent un taux de rendement de 8%. Nous, on ne peut pas suivre parce que notre but, ce n'est pas d'augmenter le loyer pour couvrir ce rendement. Donc voilà le principe, c'est un peu comme Gary disait, c'est le problématique, c'est l'isolement des personnes en milieu urbain dense. Parce que quand les gens sont dans là, nous, par exemple, à Avril, on a récupéré une personne qui habitait au 5e étage, qui n'était pas sortie de chez elle depuis 18 mois. Parce qu'elle ne peut pas sortir toute seule, prendre l'ascenseur, ça l'angoissait. Sa famille était un peu loin, donc elle n'était pas sortie. Donc on l'a récupérée, elle était en chaise roulante, maintenant elle marche avec une canne, donc, parce qu'on lui fait faire des exercices quotidiens. Bon, après, on ne lui fera pas faire un 100 mètres. Mais... Malheureusement, Frédéric, il y a beaucoup, moi qui ai accompagné pendant 15 ans des seniors dans leur logement et dans leur recherche de logement, justement pour aller vers des logements qui soient plus facilitateurs de la marche, de la sortie facile
dans les services de proximité, à son boulanger, à son boucher, à son marché. Il n'y a malheureusement pas que les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer qui restent bloquées chez eux. Hein. Moi, j'ai eu oui, tout à fait. Moi, je parle de ça parce qu'on s'est focalisé sur le sujet, mais effectivement… Malheureusement, c'est une situation que l'on constate et à laquelle on est confronté de manière assez fréquente. Justement, Nadia, en fait, dans tes logements, il y a des salariés? Non, pas du tout. Il n'y a que le concierge 2.0. On est vraiment là, nous, on est sur un concept qui réinvente la copropriété classique. D'accord. Comme dans une… Voilà, il n'y a pas de salariés, il n'y a pas d'accompagnement. Les services sont les services de l'économie solidaire et sociale qui viennent en plus, la livraison à domicile, le covoiturage, du service à la personne ou du service à domicile, il peut y en avoir également. Mais c'est celui que pourrait se prendre un étudiant, une personne âgée, une famille. Et puis, ce que l'on fait pour les services à la personne, c'est que, moi, c'est ce que j'ai eu la chance de faire dans mes copropriétés, c'est de s'échanger des services. C'est-à-dire que le senior donne des cours aux plus jeunes. La question que j'ai là, ça va fonctionner sans salariés. C'est en fait automatiquement, les propriétaires et les locataires vont se parler Exactement. Automatiquement. D'accord. Oui, il y a un concierge 2.0 qui est là. C'est-à-dire on réinvente on remet un gardien comme il y avait avant et qui avait ce rôle un peu de lien social, parfois même d'homme entre guillemets à tout faire, c'est-à-dire qu'il est là aussi pour apporter des menus services. Donc ça, il y a ce salarié-là, mais pas d'accompagnement au sens, puisque nous, on est sur de l'intergénérationnel. C'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes qui sont en perte d'autonomie, mais les logements ont été, c'est d'ailleurs une des questions, Frédéric, que j'allais vous poser après, pour moins bien connaître ces spécificités de la maladie d'Alzheimer concernant l'aménagement des logements, c'est que les logements sont bien sûr aménagés, sont équipés technologiquement pour accompagner les gens, mais accompagner, si tu veux, dans ces fonctionnalités, l'ensemble des générations. On le voit fréquemment, c'est-à-dire que pour finir, les usages dont on a besoin quand on a une perte de mobilité physique, quel que soit son âge, ou quand on est un jeune enfant, sont souvent identiques. Ils sont similaires. On a besoin d'avoir des logements qui soient fonctionnels, évolutifs, modulables. C'est le fameux design for all. C'est comme ça qu'on a conçu nos aménagements. Et là, à nouveau, on ne stigmatise pas. Et ce qui est bien pour les uns, ce qui est plus accessible pour les uns, est plus accessible, plus facile, plus fonctionnel pour tout le monde, en fait. C'est comme ça que sont conçus nos habitats, Frédéric. Et Frédéric, j'avais une question, est-ce qu'il y a un aménagement, est-ce que la maladie d'Alzheimer nécessite un aménagement spécifique en termes d'habitat? Non, c'est une habitation ordinaire. Alors après, effectivement, on a des chambres spacieuses parce que ils amènent leurs meubles, donc il faut que ça rentre. Et puis c'est spacieux parce qu'il faut qu'ils se sentent bien à l'aise. Ils ont quand même un moment d'intimité dans leur chambre. Les couloirs vont être plus spacieux, effectivement, parce qu'on anticipe éventuellement une perte plus importante de perte d'autonomie. Toutes les salles de bain vont être adaptées PMR avec des douches à l'italienne et puis un espace ergonomique pour pas que les auxiliaires de vie se cassent le dos lors des soins. Mais on rentre dans la maison, c'est une habitation ordinaire. C'est un peu plus large. Elle n'est pas forcément de plein pied, donc du coup. Ah si, si les lieux communs, donc cuisine, jardin forcément, mais cuisine, salon vont être au rez-de-chaussée, les chambres vont être à l'étage et on a fait installer un ascenseur. Et aujourd'hui, aucun colocataire ne prend l'ascenseur. C'est les auxiliaires de vie qui le prennent parce qu'elles ont des choses lourdes à porter. Mais aujourd'hui, leur fierté, c'est de ne pas prendre l'ascenseur. C'est plus important pour les familles. Comment ? C'est plus important pour les familles qui viennent visiter de se dire il y a un ascenseur au cas où. Oui, ça rassure. Et puis, on ne sait pas. On va les accompagner peut-être en Allemagne. Je disais tout à l'heure, en Allemagne, ça existe depuis 30 ans. Il y a des gens qui restent 10 ans dans ce type de maison-là. Donc, il y a peut-être un moment donné, ils se retrouvent en fauteuil roulant. Donc, on a par sécurité et pour rassurer, on a mis un ascenseur. Oui, je disais en Allemagne, enfin sur la maladie d'Alzheimer, je connais pas les autres types de maisons,
mais il y a 4000 maisons de ce type, 4000 On logements. reviendra après au développement. On va passer à Okay. Mais juste Jean-Christophe. une dernière question à Frédéric, s'il te plaît, Frédéric, Oui. sur le financement. Donc, c'est divisé en deux, c'est ça? Il y a une partie de loyer et une partie d'accompagnement qui est pris en charge également par l'accompagnement, les aides diverses et variées qui sont disponibles. C'est de l'habitat, donc on a très peu d'aides par rapport à certains des établissements, mais ils touchent la part puisque ils sont. Touche la part, c'est ça. Voilà, c'est ça. Okay. Mais c'est très faible par rapport au coût d'une auxiliaire. Très faible. En fait, le loyer qui paye, il est en 3 étages, on va dire. Il y a les charges courantes, donc c'est alimentation, produits ménagers, électricité, gaz, eau, Internet, etc. Il y a le service d'aide à domicile et puis il y a le loyer pour couvrir les annuités et puis nos charges de gestion. Voilà, donc 3 étapes pour un loyer global. Jean-Christophe, les MARPA. Peut-être expliquer les MARPA, vous en avez que quelques-unes? Oui, alors c'est vrai qu'on en a actuellement, le réseau MARPA, c'est 200 établissements, essentiellement des résidences autonomie, mais on développe aussi 2 autres formats actuellement, résidence senior et habitat social partagé, dit habitat inclusif. Alors c'est vrai que dans ces 200 établissements, il y a près de 4800 places. Et puis 1500 salariés travaillent dans les MARPA. Ce sont des professionnels qui accompagnent les seniors accueillis dans ces structures. Alors, les MARPA, ce sont des établissements de petite taille qui sont en général, qui vont de 24 à 30 places. Et donc, les personnes accueillies sont des seniors en grande majorité, mais effectivement, il y a aussi des personnes en situation de handicap qui sont également accueillies, hébergées, accompagnées. Et aussi dans les nouveaux formats, nous avons d'autres publics, nous allons avoir d'autres publics. Je vous les décrirai peut-être tout à l'heure. Le cœur du projet de vie des MARPA, c'est axé essentiellement depuis une trentaine d'années, puisque c'est un label qui a été développé, un concept qui a été développé il y a 30 ans par la Mutualité sociale agricole, qui est propriétaire de la marque MARPA, initialement pour les personnes en milieu rural, les personnes âgées en milieu rural, pour conserver l'enracinement des personnes âgées sur les territoires ruraux, leur éviter un déracinement justement en milieu urbain ou dans un autre lieu effectivement qui ne leur serait pas familier. Mais évidemment, avec les années, il y a eu un élargissement puisqu'on développe aussi maintenant des établissements dans les secteurs périurbains où il y a beaucoup de personnes âgées fragiles. Voilà. Et donc, les MARPA, ce sont des structures de petite taille, 24 à 30 places. Donc, ces personnes sont accompagnées par des personnels, je vous l'ai dit. Alors, il y a 6 à 9 salariés. On nous reproche beaucoup le ratio d'encadrement, mais à la lumière de l'actualité récente, on peut constater qu'effectivement, le ratio d'encadrement, il est important et il est essentiel quand on veut accompagner des seniors fragiles et autonomes dans leur vie quotidienne en général. Donc le cœur de cible, vous l'avez compris, les MARPA accueillent des personnes autonomes, mais aussi des personnes en situation, des personnes âgées fragiles. Alors justement, cette notion de fragilité est importante parce que le sujet de ce soir, ce sont les alternatives à l'EHPAD. L'EHPAD qui accompagne les personnes âgées dépendantes, il en va tout autrement évidemment de nos différents concepts et notamment du concept MARPA qui lui a pour vocation justement de préserver l'autonomie, de stimuler l'autonomie des personnes accueillies, hébergées, accompagnées le plus longtemps possible. C'est ça l'objectif. Voilà. Alors, même si, évidemment, les MARPA accueillent aussi des personnes fragiles. Alors, quand je dis fragiles, ce sont des personnes, j'entendais Gary, Nadia et Frédéric, des personnes, effectivement, qui souffrent de solitude. L'isolement social, c'est très important. Mais évidemment, il y a aussi une perte d'autonomie, je dirais fonctionnelle. Ça peut être effectivement une perte de masse musculaire, par exemple, qui entraîne une moindre mobilité. Et donc, quand on est moins mobile, évidemment, on sort beaucoup moins, on voit beaucoup moins de monde et la solitude s'installe. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont, je dirais, plus enracinées dans la fragilité.
c'est-à-dire des personnes qui sont dans la dépression, alors évidemment à la suite d'un veuvage souvent, mais aussi d'un accident de la vie, et puis des personnes aussi qui souffrent de dénutrition. Donc tout ça concourt à une fragilité générale. La vocation de la MARPA, c'est non seulement effectivement de préserver l'autonomie, mais aussi d'en faire regagner. Et ça fonctionne. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent dans nos établissements qui sont dénutries, dépressives, qui sont parfois aussi, qui souffrent beaucoup de solitude et de rupture du lien social, et qui regagnent de l'autonomie parce que justement, eh bien, le lien social est retissé. Il y a des personnes, il y a des échanges entre les différentes personnes, les différents résidents, et puis le personnel, bien sûr. Et puis, il y a aussi, comment dire, toute une action liée à l'accompagnement personnalisé de ces personnes par les professionnels qui sont présents dans l'établissement, via le projet, ce qu'on appelle le projet d'accompagnement personnalisé, qui permet effectivement une meilleure alimentation, bonne diététique, un bon régime alimentaire, et puis il y a aussi des actions d'animation, et ça contribue à la stimulation de l'autonomie, et puis également des actions de prévention. Ça, c'est très important. Je voulais absolument en parler ce soir avec vous, parce que la prévention, on accorde trop peu de place à la prévention. On parle beaucoup de dépendance, on parle beaucoup d'EHPAD. Les EHPAD, évidemment, c'est le lieu d'accueil et d'hébergement majoritaire pour une grande partie des personnes âgées de plus de 80 ans, mais on oublie de dire que si on agissait en amont, et par le biais effectivement de nos solutions, hein, que ce soit les résidences autonomie, l'habitat social partagé, l'habitat inclusif, eh bien, on pourrait effectivement éviter, en tout cas trop rapidement, la survenue de la dépendance dans un grand nombre de cas. Donc ça, je pense que c'est très important de le souligner. Je partage totalement votre avis, d'autant plus qu'il n'y aura pas assez de place. Alors, on voit la problématique que posent les EHPAD, on ne va pas développer, et on la connaissait et c'est bien qu'elle se fasse connaître. Mais de toute manière, il n'y aura pas assez de place, et l'État ne prévoira pas assez de place pour accueillir les 6 millions de grands dépendants qui vont arriver avec le triple choc démographique là, qui arrive en France dans les 10 prochaines années, entre 2020 et 2030. Donc, il nous faut absolument développer une offre d'habitat alternatif qui soit avec accompagnement, sans accompagnement. Ce qui est très important, c'est ce que vous disiez aussi, Frédéric, tout à l'heure, c'est qu'on se rend compte que quand l'habitat est réalisé avec un aménagement qui soit bienveillant, qui est fonctionnel, il y a une qualité de vie qui est bien sûr très positive et très vertueuse par rapport au report de la perte d'autonomie et même au gain d'espérance de vie en bonne santé. Et c'est la même chose pour le lien social. Et c'est la même chose pour le bien social. Donc, il est important, au-delà même de l'habitat. C'est pour ça que toutes ces formes d'habitat, en fait, différents, mais qui vont dans le même sens, sont importants avec accompagnement, sans accompagnement, pour les personnes en anticipation. Nous, on travaille beaucoup, vous l'avez compris, sur l'anticipation, sur la prévention. C'est-à-dire, n'attendez pas d'avoir fait une chute ou d'être en perte d'autonomie pour changer de logement. Allez vers un logement qui est bienveillant, qui est fonctionnel, qui est entouré de services, qui sera avec du lien social le plus rapidement possible et évidemment, si possible, autour du moment de la retraite, même un peu plus tôt, quand les enfants sont partis de la maison. Vous allez changer de logement, et ben, allez de suite vers un logement qui soit bienveillant, accueillant, avec du lien social, entouré de services, que ce soit en ruralité ou en centre urbain. Et donc, c'est ça qui est très important parce que ça améliore énormément et ça reporte la perte d'autonomie parce qu'on sait qu'on ne pourra, malheureusement, qu'il va falloir rester chez soi et qu'il va falloir rester chez soi très, très, très longtemps et certainement de plus en plus jusqu'à sa fin de vie avec un certain nombre de services qui viendront vous aider pour vivre votre fin de vie chez vous. Donc, voilà, il faut développer ces solutions alternatives le plus possible. Jean-Christophe, excuse-moi Frédéric, sur l'isolement et la dénutrition dont parlait Jean-Christophe, vous apporter un complément là-dessus. C'est extrêmement important parce que chez nous, les personnes âgées font préparent leur repas eux-mêmes. Donc, ils ont repris goût
à préparer les repas, à préparer des choses dont ils connaissent la provenance, l'origine. Donc, ils ont pris goût à se renourrir. Et même nous, notre doyen de 87 ans, c'est lui qui est moteur pour préparer les repas. Donc, 87 ans, homme de 87 ans, vous imaginez que c'est pas, il n'a pas dû beaucoup faire les repas quand il était en Alors, la famille. question qu'on se pose, est-ce que c'est bon? Eh ben, c'est bon, parce que c'est Ouais, bah, c'est la question essentielle, hein. les produits, c'est des Ah produits bon? frais. Ouais. C'est eux qui les préparent avec l'aide de l'auxiliaire de vie et ils ont tous pris entre 3 et 4 kilos. Ah oui, donc Donc, c'est bon. en 10 mois, donc il y a 2 moments dans la vie où c'est important de prendre du poids, c'est nourrisson et quand on est âgé. Donc, Ah, donc en fait, il ne faut pas là, y il y a un rester, exemple tu concret. blagues, mais il ne faut pas y rester trop longtemps dans ce cas-là. Voilà, oui. Il Après, Pas il faut qu'ils pas fassent faut attention au poids. Maintenant, on est plutôt en train de les surveiller parce que la D'accord. problématique aussi des personnes âgées, c'est qu'ils sont gourmands. Donc, D'accord. bon, le boulanger-pâtissier, il est très content de les voir, mais il y a peut-être des limites. C'est une belle Jean-Christophe, problématique, ça. Jean-Christophe, Jean-Christophe, On grossit parce qu'on est gourmand. Jean-Christophe, tu as parlé de résidence autonomie, résidence service senior et habitat inclusif. Est-ce que tu peux parler d'habitat inclusif tel que vous le voyez? Et est-ce que tu peux positionner trois catégories l'une par rapport aux autres? Oui, les trois formats que nous proposons sur trois formules d'habitat, format d'habitat. Formule. Oui. Je veux dire, la première formule, c'est la résidence autonomie, vous l'avez compris, 30 places, un accompagnement médico-social. Là, on est vraiment dans le médico-social. Donc, il y a une prise en charge, il y a une coordination avec les services de soins infirmiers à domicile pour les soins, s'il y en a besoin, bien sûr. On parle de personnes âgées, autonomes et fragiles. Voilà, pas besoin de soins très lourds. Et puis aussi les services d'aide à domicile, s'il y a besoin effectivement d'aide à domicile dans les logements, effectivement, pour les résidents, dans les logements qui sont tous de plein pied, avec un accès privatif extérieur, ce qui matérialise la liberté d'aller et venir, nous en avons parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est une formule résidence autonomie. Il y a la formule résidence senior parce que, évidemment, on s'est aperçu, mais ça, c'est un problème que nous avons tous actuellement dans les formules que l'on développe, c'est une certaine, comment dire, pour l'instant, en tous les cas, une certaine insuffisance de financement ou d'aide pour développer ces formules par les pouvoirs publics. Voilà, ça on peut quand même, je pense, être d'accord là-dessus. Donc, j'espère que les pouvoirs publics, effectivement, vont augmenter l'aide au développement de ces formules d'habitat et d'accompagnement et de prise en charge, bien sûr, de ces personnes âgées fragiles et autres publics d'ailleurs. Donc voilà. Et donc on a développé effectivement, fort de ce constat, les conseils départementaux qui ont la main sur les résidences autonomie, ne souhaitant pas parfois ou étant un peu réticents ou voilà, ou n'ayant pas les moyens aussi, ça on peut l'entendre, de lancer un appel à projet pour créer de nouvelles places en résidence médico-sociale. Eh bien, nous avons pris l'option de développer des résidences seniors MARPA avec les mêmes critères de qualité de service rendus aux résidents, aux usagers en général, que celle de la résidence, l'option résidence autonomie. Et puis, la troisième formule, parce qu'il vaut bien s'adapter aux attentes et aux besoins des seniors, je crois que l'un d'entre nous a dit tout à l'heure que la grande majorité des personnes âgées souhaitaient rester à domicile. C'est vrai, l'écrasante majorité. Nous nous adresserons toujours à une minorité de personnes qui prennent la décision, et à mon avis à juste titre, d'évoluer vers leur domicile, vers une autre forme de domicile, soit dans un établissement ou dans un habitat social partagé. Donc ça, c'est la troisième formule. Effectivement, je trouve que c'est une très bonne formule parce que par rapport aux deux autres, elle a l'avantage effectivement d'associer ou d'impliquer les usagers et les résidents plus étroitement, effectivement, au projet social de vie, au projet de vie social partagé. Voilà. Ça Et sera pareil pour des s'inscrivant dans personnes. un quartier. Ça sera pareil pour des personnes entre 8 et 10 personnes, ou ça sera plus grand? Non, effectivement, là, on est sur des variétés de projets assez différents. On a deux projets actuellement d'habitat social de type actif, avec l'un effectivement géré, qui va être géré par une association
effectivement accompagnant des personnes autistes. Donc, il y aura 20 places pour des personnes, des jeunes autistes, et 20 places pour des seniors, avec peut-être effectivement l'accueil aussi de personnes en situation de handicap. L'autre projet qui est un projet géré par une ville, enfin, évidemment, qui sera en partenariat avec effectivement les services de soins infirmiers à domicile, services d'aide à domicile, et puis bien sûr l'opérateur HLM qui va construire effectivement ce site. Ce sera effectivement, là il y aura un accueil et un accompagnement de personnes en situation de handicap, de jeunes actifs aussi, voilà, parfois en situation de précarité, et puis évidemment un public senior. D'accord. Avant de passer au mini-débat… 60 places environ pour le deuxième projet. C'est un projet plus grand. D'accord. Avant de passer à la conclusion, puis au mini-débat sur pourquoi il y a si peu d'habitat inclusif en France, Gary, en fait, vous vouliez aborder le sujet d'une alternative pour les auxiliaires de vie dans vos projets, en fait. Oui, parce qu'on parle depuis tout à l'heure effectivement des avantages des différentes solutions qui sont proposées pour les seniors. Je pense que dans l'habitat inclusif et dans l'habitat partagé, il y a un autre élément qui vient changer un petit peu la donne pour les auxiliaires de vie. Et là, je parle plutôt des auxiliaires de vie qui sont aujourd'hui dans le service à domicile et dans le maintien à domicile des seniors qui ont des vies qui sont assez compliquées, oui, avec des heures à dispenser dans plusieurs domiciles et des temps de transport et la nécessité de faire 40 heures de travail effectif pour en être payé 35. Là, on change un petit peu la donne finalement en sortant du cadre une personne à aider et un aidant, un auxiliaire en face. On vient regrouper finalement des seniors qui ont des besoins similaires ensemble. Ils bénéficient déjà du fait de vivre ensemble pour créer finalement une harmonie, un projet de vie social ensemble. Et en même temps, on sert la cause des auxiliaires de vie qui vont trouver du coup des temps pleins dans un seul lieu de travail, avec une vraie démarche d'accompagnement des seniors qu'elles vont suivre et aider au quotidien sur la durée. Donc il y a un vrai projet aussi professionnel finalement pour ces auxiliaires de vie et des conditions également qui sont beaucoup plus stables pour ces personnes-là qui font un travail formidable à domicile chez les seniors, mais qui ont besoin aussi d'être un peu aidés pour pouvoir faire correctement leur travail et qu'on puisse gérer la masse de seniors qui se présentent et qui va avoir des besoins demain. C'est pour ça qu'on se demande… Avec Gary, ce que je vois nous, on propose des CDI aux auxiliaires de vie, un lieu unique de travail, un temps plein, c'est ça, un lieu qualitatif de travail et puis une relation durable avec la personne. Quand je rentre, ils ne se connaissaient pas il y a 10 mois. On a l'impression qu'on est dans une famille et pas qu'on est dans une relation auxiliaire de vie patient. Et la bonne preuve, c'est que notre 8 auxiliaires de vie qui sont arrivés le 1er avril, elles sont toujours là le 17 février 2022. Quand on connaît le turnover sur ce métier-là, c'est bien la preuve qu'il y a une qualité de vie. D'ailleurs, elles nous ont adressé les CV de leurs copines pour la maison suivante qu'on est en train d'acheter. Parce que là, il y a exactement comme disait Gary, il y a une requalification du métier. Il y a un vrai esprit d'équipe aussi qui se développe, qu'elles n'ont pas d'habitude quand elles sont seules, finalement isolées sur le terrain. Exactement. Oui, elles ne sont jamais seules, nous, elles sont toujours deux, toujours. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a un travail d'équipe, il n'y a plus de jalousie, concurrence, c'est une pension de famille. C'est le mot, je dirais, pour conclure. C'est ça qui fait sens, Frédéric, c'est-à-dire que c'est vertueux, c'est digne, c'est économique, c'est rassurant et réconfortant pour tous les acteurs, pour le senior ou pour la personne en situation de handicap, pour les acteurs, les auxiliaires de vie professionnels, pour les familles, pour les aidants. Elles reprennent sens à ce qu'elles font. Exactement. Mais pour les aidants également, c'est très rassurant de savoir. Moi, je suis aidante d'une maman qui a 90 ans, qui est toujours chez elle. Donc, on a aménagé son logement, on l'a mis dans un quartier attractif, on a aménagé son logement, l'immeuble est accessible, on a fait le nécessaire. Mais c'est rassurant
de savoir que par ailleurs, ses proches, ses aînés sont dans un lieu voilà, vertueux, digne, bienveillant. Et puis c'est économique pour tout le monde, hein, à titre individuel, et puis pour la société. Et donc c'est pour, je te fais une transition, Frédéric, hein, avec ta conclusion, et on se demande pourquoi ces alternatives ne sont pas plus soutenues, aidées. J'avais fait plein de propositions, en particulier des incitations fiscales, hein, pour venir développer ce type d'habitat directement auprès des particuliers, alors aussi bien sûr auprès des professionnels, mais directement déjà auprès des particuliers. Et puis ça permettrait de faire de la prévention. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire en termes de financement pour favoriser, pour lancer ces habitats alternatifs, pour les développer, les déployer. On voit qu'il y a des besoins immenses. Il y a beaucoup de choses à faire. Frédéric, vous parliez de pays plus avancés que nous en nombre d'habitats inclusifs partagés. Je vais parler que de la maladie d'Alzheimer, hein, mais sur la maladie d'Alzheimer. Alors curieusement, ça a commencé au début des années 90 dans le Morbihan, avec des projets familiaux de regroupement de maisons. Et c'est les habitats partagés du Morbihan. Mais ça a été, entre guillemets, étouffé dans l'œuf, parce qu'il y a eu une dizaine de maisons, et puis après, ça s'est arrêté. Donc, c'est la France, hein, problématique administrative. Alors, je ne sais pas si c'est un Allemand qui passait ses vacances en Bretagne ou comment ça s'est passé de l'autre côté du Rhin. Encore une fois, c'est dans ce sens-là que la traversée se fait. Et ça a commencé à Berlin en 1993. Et aujourd'hui, il y a 4000 logements comme ça en Allemagne, à tel point, alors c'est l'organisation allemande, hein, c'est très carré, c'est que quand ils ont une fiche à remplir, quand alors je ne sais pas, c'est à partir de 60 ans, je suppose, où ils doivent choisir le type d'habitat auquel ils veulent finir quand ils seront en perte d'autonomie. Et donc, il y a le domicile, l'habitat partagé ou l'EHPAD. Donc, pour eux, ce n'est pas une alternative, c'est une solution officielle et massive. Donc, il y en a quelques centaines aussi. Bon, après, c'est les pays nordiques, hein, il y a toutes quelques centaines avec ce qu'on appelait les béguinages auparavant, hein, mais qui étaient sur des personnes âgées autonomes. Donc, il y a quelques centaines de maisons comme ça en Hollande, en Suède, peut-être en Belgique, je ne connais pas, et il y en a plus de 200 en Suisse aussi. Et nous, on est les premiers en Île-de-France, hein, à développer ce projet-là. J'ai vu que sur la maladie d'Alzheimer, hein, je précise, d'autres acteurs commencent à sortir des projets. Et effectivement, la problématique se fait qu'il faut aller chercher des fonds. Si on veut proposer, on a un service, on est avec des gens qui ont un besoin. Il y a des déambulations de nuit, donc il faut qu'il y ait une présence de nuit. Donc il y a un service 24/24. Donc, pour proposer un prix raisonnable avec un service continu, il faut qu'on ait des fonds à impact qui viennent nous aider. Et la problématique aujourd'hui, c'est que finalement, il n'y en a pas beaucoup. Ou alors, ceux qui me reçoivent pour étudier un financement, ils me demandent des taux de rendement qui sont incompatibles avec un projet solidaire. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut être un taux de rendement élevé aujourd'hui et puis et quand on est en perte d'autonomie, être dans une situation délicate. Donc, il y a un changement de société à voir là-dessus, c'est d'accepter qu'on ait un taux de rendement un bon taux de rendement supérieur à l'inflation, mais pas du 6 ou 8%. Et puis, quand on arrive en perte d'autonomie, on sera bien content de trouver ces habitats-là. Donc, il y a une modification d'un projet de société. Il y a vraiment… Alors, les banques nous toquent à la porte, hein, parce que nous, il y a une telle demande qu'on n'a aucun problème de clients. Tous les maires aux alentours qui ont visité la maison, ils veulent tous une maison comme ça. Donc, ils nous adressent même les annonces de leurs habitants. Donc, on n'a aucun problème pour prospecter, pour avoir du client. On n'a aucun problème au niveau des banques. Le problème, c'est que si on veut un loyer raisonnable, il faut des fonds impact plus massifs. Et aujourd'hui, c'est le souci. Même si on a des partenaires solides qui nous accompagnent, mais ce n'est pas assez massif.
Super. Concernant l'habitat participatif, j'ai quelques chiffres, Frédéric, si tu veux. Il y avait en 2019, je crois, à peu près 200 projets d'habitat participatif en France. En 2020, il y en avait 500. On devait être autour de 4000 logements. Donc, on voit qu'il y a une belle… Alors, c'est souvent des initiatives citoyennes qui parfois mettent longtemps, du coup, à se mettre réellement en place. Donc, on voit qu'il y a une vraie, on le sait, qu'il y a une vraie demande. Super. On arrête là, on doit rendre l'antenne. Enfin non, je ne peux pas faire la blague là en question parce que ce n'est pas linéaire, comme on dit maintenant. Merci à toutes et à tous. Et puis, merci Frédéric. Il y aura, pour ceux qui suivent l'émission, il y a sur ma chaîne YouTube, il y a d'autres émissions, il y a 3 autres émissions sur le même sujet avec des intervenants différents. Merci beaucoup. À bientôt. Super, merci. Merci. Merci à tous. Au revoir. Bravo à tous J'étais ravie. pour vos projets. Ouais.